Salut tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie PEA où nous investissons ensemble dans les actions françaises éligibles au PEA. C'est la deuxième vidéo de cette catégorie que je enregistre pour vous et la dernière a été enregistrée mi-septembre dernier où nous avons sélectionné deux actions où nous allons analyser également leur performance. Donc notre portefeuille pour l'instant il est tout petit parce qu'on vient de démarrer cette nouvelle rubrique. Et aujourd'hui, on va encore rajouter deux nouvelles actions dans ce portefeuille dont vous allez découvrir tout à l'heure. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et mettez-moi s'il vous plaît des likes pour soutenir la chaîne et pour que la chaîne puisse se développer. Et pour ceux qui veulent aider encore plus à la chaîne Mind de Cash, vous avez un lien PayPal pour faire une petite donation et où ce n'est pas le montant, c'est le geste qui est très important pour moi. Voilà, donc je commence cette vidéo, c'est la deuxième vidéo comme je viens de vous dire, et où nous se concentrons uniquement sur la bourse française, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'abonnés de Mind de Cash, vous n'avez que PEA, et donc ce qui vous intéresse, ce n'est pas les actions américaines que j'achète principalement dans mon portefeuille Mind de Cash que je vous ai présenté la semaine dernière. Et j'enregistre cette catégorie, les vidéos de cette catégorie une fois par semaine. Et je respecte, comme dans toutes les autres vidéos, je respecte la charte de déontologie de la chaîne Mind de Cash que moi-même j'achète ces actions dont je parle dans ces vidéos. En petit disclaimer, comme d'habitude, avant de commencer à parler des actions concrètes, qu'il ne s'agit pas des conseils d'investissement. Tout de quoi je parle, c'est purement mon opinion sur la bourse. Après, c'est à vous de gérer votre portefeuille en fonction de votre répartition d'actifs, en fonction de votre sensibilité au risque, etc., etc. Mon objectif de vous présenter des entreprises que moi je trouve sont intéressantes actuellement et que moi j'achète dans mon portefeuille de bourse. Voilà. En disant tout ça, je suis, surtout en lisant vos commentaires, je suis tout à fait conscient que pas mal de personnes, bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, achètent quand même des actions dont moi j'évoque dans mes vidéos. Et ça me donne quand même un peu plus de responsabilité en termes de choix d'actions. Et donc là, je peux pas proposer n'importe quoi parce que même si dans toutes ces vidéos, il ne concerne que mon avis personnel, je sais quand même qu'il y a certaines personnes qui vont l'acheter. Et moi, j'aimerais bien que ces personnes ne soient pas déçues en achetant les actions dont moi je trouve intéressantes, même si il ne s'agit pas des recommandations d'investissement. Voilà, donc cette vidéo, on va commencer par regarder les positions, les actions que nous avons achetées la semaine dernière. On va analyser leur performance, si c'était un bon choix d'investissement. Vous allez voir que c'était un très bon choix d'investissement finalement. Mais dans tous les cas, il ne faut pas trop se réjouir par rapport à ça parce qu'il s'agissait des actions assez peu liquides. C'était des petits small cap comme on appelle. Et donc là, effectivement, des variations des cours peuvent être très importantes. Allez, on commence. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mois dernier, je vous rappelle que j'ai proposé d'acheter deux actions. En fait, les deux font partie de la catégorie small cap, encore une fois. Donc la première société, c'était bioMérieux. bioMérieux, c'est une biotech. Vous savez, bon, ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup les biotech parce que moi, je trouve qu'il y a quand même souvent beaucoup de potentiel de hausse dans ce secteur. Et en plus, cette société, elle s'occupe des diagnostics des maladies infectieuses in vitro et l'application pour le diagnostic de tuberculose et non seulement, mais aussi les infections respiratoires. Donc évidemment, quand on parle des infections respiratoires, évidemment, on parle tout de suite de Covid-19 et Covid-19, ça fait partie aussi de leurs expertises, des recherches pour les diagnostics de Covid-19. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'ai trouvé cette entreprise, non seulement parce que je vous ai présenté des ratios que moi je trouvais très intéressants, leur ratio de croissance, leur dynamisme de croissance surtout, qui ont attiré mon attention le mois dernier. Et donc là, c'était un bon choix comme nous montre le monsieur marché, donc parce que là, on a fait 10,5% sur un mois, c'est tout à fait correct, donc c'est même très bien. La deuxième société que nous avons choisie, moi j'ai cherché en fait dans deux secteurs parce qu'il y en a par cette crise, dans ces conditions actuelles de marché, moi je préfère de me concentrer sur des secteurs où moi je trouve qu'il y a du potentiel de croissance parce que moi je trouve que les autres secteurs, malgré le rebond violent des bourses après la crise de coronavirus de mars et avril, les bourses sont remontées, mais moi je trouve que c'est quand même les risques économiques sont bel et bien présents et donc les autres secteurs
secteurs représentent plus de risques que les secteurs de technologie et les secteurs de la santé. Et donc, moi, j'investis actuellement massivement dans ces deux secteurs, donc parce que dans les autres, je vois énormément de risques, notamment les risques d'une deuxième vague. Et donc, le deuxième choix, moi, j'ai cherché dans la technologie. Finalement, j'ai tombé sur une société Pharmagest Interactive. C'est celle qui propose les applications, les logiciels pour l'automatisation des pharmacies. C'est quelque chose qu'on a clairement besoin en France. Et cette société, elle fait partie à la fois et du secteur en fait, leur client, c'est le secteur de healthcare, le secteur de la santé, ce qui est déjà secteur très solide avec une visibilité, c'est secteur non cyclique, et donc ça veut dire que leurs clients sont fiables. En fait, c'est leurs clients qui ont du cash, leurs clients, ils ont le pouvoir d'acquérir leurs produits, et donc cette société a fait également 9%, même un peu plus, à la clôture de vendredi ce soir. Voilà, quand j'enregistre cette vidéo. Donc on a fait deux choix très bien en fait le mois dernier, et je vais vous montrer aussi la société avec laquelle j'hésitais en fait, parce que j'hésitais mettre bioMérieux ou une autre société française qui s'appelle Guerbet en fait. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi je reviens sur cette valeur? Parce que mon choix a été porté sur la société bioMérieux parce que c'est une société de croissance, tandis que Guerbet, c'est une société de value, en fait. Parce que ce qui m'intéressait dans cette entreprise, c'est qu'elle était très sous-valorisée par rapport à ses actifs, par rapport à ses fondamentaux. Et comme je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, les marchés préfèrent les sociétés de croissance, et c'est pour ça mon choix a été porté. Moi, j'ai fait le choix d'investir dans bioMérieux, et comme vous voyez, vraiment, ce mois dernier, il a bien démontré que effectivement mon choix était bien fait, pour une seule simple raison qu'effectivement les marchés ils s'en fichent des fondamentaux aujourd'hui. Ils ne regardent pas que les sociétés Guerbet étaient très sous-valorisées, et elle est devenue tout simplement encore plus sous-évoluée par rapport à ses fondamentaux. Donc ce n'est pas une raison que je veux vous présenter, je veux acheter cette valeur aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que le paradigme dominant des marchés financiers aujourd'hui, c'est de se concentrer sur la société de croissance, même si elles sont plus chères. Et donc ça, c'est vraiment très important à comprendre, quel que soit le type d'investissement que vous faites. Parce qu'en fait, il y a deux écoles, en fait, une école de value investment et une école d'investissement dans les sociétés de croissance. Et aujourd'hui, moi, déjà à la base, moi j'étais issu plus de l'école de value investment qui était, on va dire, qui était fondée par Benjamin Graham, le professeur de Warren Buffett. Et Warren Buffett, au début de sa carrière, en fait, il était aussi value investor, mais après avoir rencontré Charles Munger, son partenaire depuis beaucoup d'années, Warren Buffett, il a changé ses approches. Je ne peux pas dire qu'il a passé sur des sociétés de croissance, mais il a commencé à regarder vraiment le potentiel, surtout et avant tout le futur de l'entreprise, plutôt que leur bilan financier, et comparer la valeur du marché par rapport à la valeur comptable quelque part de l'entreprise. Par exemple, de point de vue comptable, Guerbet, c'est une société qui est très sous-valorisée. On peut avoir l'impression que c'est une énorme opportunité d'achat, mais comme vous voyez, par exemple, sur un exemple de cette semaine, de ce mois, c'est que elle n'a rien fait, et sur cette semaine, elle a même perdu 3%. Donc, elle fait des performances très mauvaises depuis un an, depuis 3 ans, depuis toutes les périodes que je vous voyais sur votre écran. Voilà, donc c'est juste pour une idée que si vous hésitez d'acheter une société value, parce qu'il y en a beaucoup, et d'ailleurs aujourd'hui, on va acheter des sociétés value. Moi, je suis un petit peu contradictoire, vous allez voir pourquoi. C'est quand même, il faut faire quand même beaucoup attention, parce que si vous faites ça, cela veut dire que vous allez contre le consensus dominant de marché, parce que l'humeur du marché aujourd'hui, c'est d'acheter les sociétés de croissance. Tort ou pas, si le marché a tort ou s'il n'a pas tort, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réalité des choses au jour, octobre 2020, quand j'enregistre cette vidéo. Avant de vous présenter les deux nouvelles sociétés dans lesquelles je vais investir la semaine prochaine dans le cadre du projet portefeuille PEA, et je vais vaguement passer très rapidement le contexte général, parce que je vous rappelle que le projet Mind the Cash se base sur 3 piliers. D'abord, c'est l'investissement macroéconomique, c'est l'analyse macroéconomique, ensuite c'est l'analyse fondamentale, et ensuite l'analyse technique. Donc voilà, donc là, regarder les macros, c'est très important pour faire le choix d'investissement, parce qu'il faut comprendre le big picture de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et vu que j'ai supprimé la catégorie bourse hebdo parce qu'il n'a pas trouvé énormément
d'intérêt de la part de l'audience au Mind du Cash, je vais quand même rapidement passer pour voir mon tableau de bord des marchés. Et on voit que cette semaine, elle était plutôt calme en fait. Bon, il y a eu il y a eu quelques agitations au milieu de la semaine, mais dans tous les cas, on est avant l'élection américaine et l'high-tech américaine, elle a quand même été encore recherché. Il a pris 2% le Nasdaq. S&P 500, il a continué sa hausse. Donc, grosso modo, en fait, on reste plutôt sur la même tendance haussière qui était déjà entamée les semaines précédentes. Voilà. Il n'y a pas spécialement d'indicateur particulier que je voudrais mettre en avance. Bon, après, il y a eu quand même un petit peu d'augmentation sur le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur, en fait, qui est construit avec des options. Donc, il était à 23, à 24 les semaines précédentes. Maintenant, on est passé à 26 et là, on est rebaissé à partir depuis les niveaux de 28. Ce qui, pour moi, le niveau 30% le niveau 30 sur l'indice VIX, pour moi, c'est déjà en seuil que je surveille parce que c'est-à-dire que le marché, il bascule vraiment dans le mode nerveux, en fait, et là on peut s'attendre à beaucoup de mouvements sur le marché financier. Mais après, par rapport à cette semaine, j'ai pas grand-chose à dire, donc c'est une semaine comme les autres. Bon, je veux pas, vu que je fais plus la bourse hebdo, je veux pas trop faire un tour de tous les indicateurs macroéconomiques. Vous pouvez les regarder dans les médias financiers et trouver cette information assez facilement, mais j'ai rien à rajouter par rapport à la situation macroéconomique actuelle. Voilà, et donc dans cette vidéo consacrée au PEA, je vais revenir sur la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière où je vous ai présenté mon portefeuille principal, mon portefeuille Mind de Cash que j'appelle, et je vous ai parlé que j'ai investi, ce qui n'est pas typique pour moi, dans une société pétrolière, et la raison c'était que j'ai cherché, pas spécialement d'investir dans le pétrole, mais j'ai cherché parmi les majors, parmi les plus grosses entreprises pétrolières mondiales, j'ai cherché celles qui investissent le plus dans les énergies renouvelables. Ici, il y a une idée derrière, parce qu'en fait, dans les énergies renouvelables, il y a plein d'acteurs purs, en fait, ce qu'on appelle les pure players, mais c'est un sujet très hype qu'on appelle, en fait. C'est un sujet très populaire, il y a énormément du buzz autour, et ces sociétés sont souvent extrêmement survalorisées. Donc, si vous regardez les sociétés qui font du solaire, etc., c'est vraiment leur valorisation non seulement sont excessives, mais c'est quelque chose de incroyable et inimaginable. Par contre, les sociétés classiques, dites classiques, malgré leurs investissements souvent massifs dans le renouvelable, et c'est les sociétés qui ne veulent pas sortir des radars, ils ne veulent pas faire faillite, ils veulent continuer à faire le business dans lequel ils ont beaucoup d'expertise, de contacts, de savoir-faire, et ils veulent continuer à faire ça, et évidemment, ils réalisent que le pétrole, ça ne va pas disparaître demain, mais ce n'est pas l'énergie de l'avenir, et ils investissent massivement, bon, ça dépend des sociétés, dans les énergies renouvelables. En fait, en gros, j'ai trouvé cet article où il y a tout simplement une liste des major sociétés qui investissent le plus dans les renouvelables. Et la première dans la liste dans laquelle j'ai investi dans ma vidéo de mon portefeuille principal, c'était BP, parce que c'est elle qui a commencé depuis très longtemps d'investir dans les renouvelables, et c'est elle qui a investi les montants les plus conséquents. Donc voilà, dans cette même logique, parce que bon, évidemment, c'est toujours la même personne qui vous présente un autre portefeuille PEA. Mon avis n'a pas changé. Moi, je trouve que le massacre des sociétés pétrolières, malgré que je n'aime pas le secteur à la base, c'est excessif. Et donc, tout ce que j'ai fait, j'ai juste scrollé la liste, scrollé dans cette liste pour trouver la première valeur éligible au portefeuille PEA. Et comme vous pouvez deviner, c'est notre cher fleuron français qui s'appelle Total. Voilà, donc Total, c'est la valeur où je propose, bon en fait, je propose pas en fait, mais je vais investir moi-même, c'est Total. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. J'ai beaucoup critiqué Total pendant le mois de mars et le mois d'avril. Bon, j'avais raison pendant une certaine période, mais effectivement, aujourd'hui, moi, je trouve que cette société, elle est sérieuse, elle est très bien gérée. Donc, elle est orientée, ils sont conscients que le renouvelable, c'est le futur. En fait, ils ne se focusent pas uniquement sur le pétrole, ils se diversifient dans l'électricité, dans le gaz et aussi dans le LNG, donc GNL en français, c'est du gaz naturel liquéfié. Ça, c'est vraiment encore à la mode. Juste pour ceux qui ne suivent pas ce marché, je voulais vous dire qu'il y a 2-3 ans, Qatar allait abandonner le pétrole pour passer entièrement sur le LNG, donc sur le gaz naturel liquéfié. Et ça, c'est vu souvent comme le vraiment secteur le plus populaire aujourd'hui qui va remplacer, bon, pas remplacer les pipelines, parce que pipeline, on ne peut pas le mettre partout, mais c'est le secteur dans l'énergie traditionnelle qui est le plus prometteur. Et donc, dans tous les cas, Total est positionné sur tous ces créneaux, et y compris les renouvelables.
Pour être honnête, leur investissement dans l'énergie renouvelable est inférieur à celui de BP, mais dans tous les cas, toutes les autres sociétés qui sont au-dessus de Total dans cette liste, c'est Shell et BP, ne sont pas éligibles au PEA. Donc du coup, on se concentre sur Total et en plus, ils versent en dividendes très généreux. Pour juste vous prouver en fait que ce que Total vraiment valorise aujourd'hui comme leur croissance potentielle et quelles sont ses priorités dans le contexte des marchés actuels, je vous présente tout simplement les highlights de leur des premiers trimestriels. Ça, c'était sur une des premières pages que je trouvais vraiment les lignes directrices de leur évolution, de leur développement futur. Vous voyez que dans cette liste, il y a pratiquement que des énergies de futur, les énergies renouvelables. Donc ça, pour moi, ça prouve que la société elle est dans le mindset de transformation énergétique. Donc vous pouvez mettre en vidéo, mais la vidéo en pause si cela vous intéresse, pour voir qu'est-ce qu'ils sont prévus de faire. Je ne vais pas vous relire tout ça, en plus c'est en anglais. Mais par contre, je vais mentionner quelques projets d'investissement de Total récents qui peuvent être importants à savoir si on a décidé d'investir dans cette entreprise. Donc voilà, je vais me permettre de lire des notes que j'ai fait en préparant cette vidéo. Donc Total a signé l'acquisition de la société Bluepoint London auprès du groupe Bolloré. Dans ce cadre, Total reprend la gestion et l'exploitation du réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres, avec plus de 1600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique. Voilà, donc cet investissement représente environ 3% de dépenses d'investissement total de la compagnie pétrolière française, avec des plans en place pour augmenter ce chiffre à 20% au cours des 20 prochaines années. Donc vous voyez, ils veulent augmenter significativement leurs investissements dans les énergies renouvelables sur les 20 prochaines années. C'est un peu surtout comme BP. Donc, au cours de 10 dernières années, elle a réalisé un certain nombre d'investissements stratégiques, dont 1,4 milliard de dollars consacrés à l'acquisition d'une participation de 60% dans la société solaire américaine SunPower en 2011. Total vise à devenir un leader mondial intégré de l'énergie solaire et dispose d'un capital de 1,6 gigawatts et prévoit l'augmenter à 5 gigawatts au cours des 5 prochaines années. En 2016, il a acheté le fabricant français de batteries Saft pour 1,1 milliard de dollars. Il a acheté le service public belge d'électricité verte, Lampiris, pour 224 millions de dollars. Total a acquis une participation de 74% dans le distributeur d'électricité français Direct Énergie pour 1,7 milliard de dollars en 2018, propulsant l'énergie à devenir un des premiers fournisseurs de services publics en France. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée à quel point Total il participe, il investit massivement dans les énergies renouvelables. Et c'est non seulement des paroles, mais c'est vraiment des investissements importants et c'est à chaque fois les croissances externes. Donc ça veut dire que c'est le rachat d'autres concurrents et ça c'est un point très important, c'est que justement ça colle tout à fait à l'idée que moi j'avais que les majors, vu qu'ils ont du cash, vu qu'ils ont des revenus, ils vont plutôt que créer leurs propres infrastructures, ils vont acheter les acteurs de niche pour prendre le contrôle sur ce secteur. Donc pour moi, il ne faut pas croire que les sociétés classiques du pétrole vont disparaître parce que je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, ils connaissent parfaitement le marché et ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ces marchés et la concurrence se fera sur le rachat des petites sociétés de niche et évidemment ça ouvre aussi des opportunités pour la fusion-acquisition. En investissant, parce que si vous investissez dans une petite société qui se fait racheter par une autre, en général, le cours flambe parce que le prix d'achat proposé est supérieur au prix de bourse. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau outil que j'ai pris finalement une licence. Je vous ai déjà parlé beaucoup de cet outil Guru Focus qui est très cher. J'ai pris quand même cette licence pour améliorer la qualité de mes vidéos, pour vous montrer plus de détails sur les entreprises. Et cette acquisition de licence, elle était faite grâce à des gens qui ont fait des donations. Je vous remercie encore une fois énormément.
Et ça, je pense que j'espère que vous allez valoriser à la chaîne Mind You Cash, que maintenant, si vous me demandez mon avis sur des entreprises, je vais utiliser cet outil très puissant pour vous apporter des réponses très détaillées sur l'analyse des fondamentaux des entreprises. Je vais enregistrer une vidéo à part pour vous présenter ce Guru Focus et mon idée de réanimer d'ailleurs la catégorie FAQ, de foire aux questions. Donc pour que vous puissiez me poser des questions, je vais, en utilisant cet outil, je vais analyser en profondeur les entreprises. Donc ça, c'est vraiment, il permet d'analyser sur vingtaine d'années, même sur 30 ans, les bilans de l'entreprise, comment leur ratio évoluait pour faire vraiment l'analyse approfondie. Et il propose tout un tas de nombres de ratios que vous n'allez jamais pouvoir trouver dans des sites gratuits. Voilà, donc c'est juste sur un exemple de Total, vous pouvez aussi voir que les différents ratios majeurs. Bon, après, maintenant, je ne veux pas trop rentrer évidemment en détail parce que sinon la vidéo sera trop longue. Évidemment, il trouve que la valorisation de Total, donc ça c'est 7 sur 10, donc ça veut dire qu'elle est vraiment sous-valorisée, elle est intéressante de point de vue de la valorisation. La profitabilité, pardon, excusez-moi, elle est 6 sur 10, donc ça c'est quand même correct, parce que pour une société pétrolière. Et par contre, Financial Strength, effectivement, ici il y a des problèmes, il y a même mis dans la catégorie distressed sur Altman Z-Score. Altman Z-Score, c'est un ratio qui permet d'évaluer la probabilité de la faillite. Donc là, c'est un peu, ça vaut ce que ça vaut, parce que bon, évidemment, il ne s'agit pas de, bon, il y a très peu de chances que le Total fasse faillite, parce que cette société, il a l'accès facile à toutes les lignes de crédit bancaire. Mais dans tous les cas, selon les ratios financiers actuels, cette société, elle est de point de vue de financier, c'est pas la meilleure du monde, donc c'est pas Microsoft ou Amazon. Ben, en tout cas, voilà, donc, mais ça ne va pas nécessairement dire qu'il y a vraiment un risque de faillite pour Total. Voilà, donc là on ne va pas trop rentrer maintenant dans toutes les ratios, je pense que vous connaissez à peu près que Total c'est une société à dividendes, c'est une société qui de toute façon vit une période très compliquée, donc regardez les ratios actuels, c'est peut-être peu représentatif parce que nous vivons la nous vivons la pandémie où il y a évidemment la consommation de pétrole, elle est largement impactée et donc la profitabilité, la santé financière que vous voyez devant vous probablement n'est pas très représentative pour ce secteur en particulier. Voilà. Bon, de point de vue technique, Total, il se trouve toujours sur le downtrend, un peu comme toutes les pétrolières, même si je trouve que la qualité de cette entreprise est supérieure à ses concurrents. Il faut peut-être pas trop faire attention à cette baisse pendant la crise de coronavirus parce que cette baisse, elle a eu lieu pendant cette histoire de pétrole qui était à moins 35 $, donc un prix négatif ou les prix qui étaient proches à zéro. Donc là, juste pour vous rappeler, c'était quand même une situation très particulière parce qu'il n'y avait pas assez de stockage de pétrole et ça, c'est important pour la deuxième société que je vais vous proposer. Et cette situation, on ne peut pas la généraliser. Donc cette chute de Total jusqu'à 21 €, ça représente évidemment une excellente opportunité. Bon, maintenant, c'est facile à dire. Mais dans tous les cas, ça correspond à une situation très particulière qui peut ne pas nécessairement se reproduire. Donc moi, je ne m'attends pas que le cours de Total attend à nouveau ces niveaux-là parce que maintenant, le monde de l'énergie, il est prêt à cette situation-là. Il est plus prêt que c'était le cas dans mars, avril, où on a vécu vraiment une situation que personne n'était prêt pour. Donc maintenant, j'espère en tout cas qu'ils sont tous beaucoup plus préparés. Ils ont prévu des stockages. Donc le pétrole ne va pas passer dans le territoire négatif. Donc, et même si ça sera le cas, je pense que le marché réagira plus calmement et il sera plus efficient pour traiter cette situation. Parce que le marché, en fait, il devient paranoïaque, il devient trop peureux dans les situations, il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand évidemment le pétrole est passé dans un territoire négatif, personne n'a vu ça dans l'histoire. Et c'était vraiment quelque chose, un signal extrêmement fort pour vendre de tous les actifs qui sont liés au pétrole. Je ne pense pas que cette situation va se reproduire. Et c'est pour ça que je trouve que les niveaux actuels de Total sont intéressants d'acheter. Et c'est ce que je fais pour le portefeuille PEA. Voilà, juste pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais vite passer sur une deuxième entreprise que je voulais vous présenter. Et c'est une entreprise qui s'occupe des infrastructures pétrolières et des stockages de pétrole. Et c'est une entreprise que beaucoup parmi vous connaissent aussi, c'est Rubis. Et vu qu'il ne s'agit pas directement du secteur de pétrole, même si c'est un secteur très corrélé, quand vous avez deux sociétés, Rubis et Total, on ne peut pas parler de la diversification. Aujourd'hui, j'investis dans le même secteur, donc ils seront
plus ou moins sur la même tendance. Donc, et par contre, comme vous pouvez voir sur Guru Focus, que cette société, de point de vue valorisation, de point de vue de ses ratios, elle a beaucoup plus de vert, donc elle est plus profitable que Total, parce que bon, évidemment, c'est le stockage, c'est l'infrastructure de pétrole, c'est plus rentable. Donc, et elle est encore plus sous-évaluée. Mais pourquoi elle est encore plus sous-évaluée? Parce qu'il y a une histoire un peu noire en Turquie par rapport aux vente du pétrole à des organisations en Syrie. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, on n'a pas encore des preuves, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui pèsent sur les marchés que cette société peut se retrouver sous les sanctions à cause de toutes ces histoires. Donc là, vraiment, c'est ce point géopolitique qui reste à confirmer, mais dans tous les cas, dans l'état actuel des choses, cette entreprise reste très profitable, très sous-évaluée, et surtout, le business, leur cœur du métier, c'est très proche aux problématiques que nous avons rencontrées en mars dernier. Voilà. Je vais vous présenter rapidement plus en détail ce que fait Rubis. En fait, vous me permettrez, moi, encore de faire un petit peu de lecture. Mais comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, que vous sachiez un peu plus en détail quels sont les cœurs du métier. Rubis est un opérateur international et indépendant spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique. Le CA par activité se répartit comme suit. Négoce et distribution de GPL, donc ça c'est les produits pétroliers liquéfiés, et du fuel à 83%. Le groupe s'est spécialisé sur les marchés de niche ou grâce au contrôle des infrastructures d'approvisionnement qui lui permettent les coûts d'accès aux produits compétitifs, il peut gérer de façon pérenne des positions de marché de leader. Ainsi, depuis 2000, Rubis a multiplié des implantations sur 3 continents à la fois par investissement direct et par acquisition. Donc c'est cette fameuse croissance externe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les principaux produits commercialisés sont les fuels, stations-service, le gazole à l'adresse des industriels, l'aviation et les GPL, bouteilles et vrac. Après, la deuxième activité, c'est support et services, c'est 16% environ de chiffre d'affaires. Ce nouveau pôle est principalement actif aux Caraïbes, en Afrique, et il comprend l'ensemble des activités infrastructures de transport, d'approvisionnement et de services qui viennent en support au développement des activités aval de distribution et de marketing. Et la dernière activité, et qui est très importante dans le cadre de ce coronavirus, c'est le stockage de produits liquides. Elle représente moins d'1% pour Rubis. Bon, c'est pas beaucoup, je sais, mais dans tous les cas, c'est quand même une exposition sur des problématiques que nous avons rencontrées récemment. Rubis est devenu un des leaders français indépendants du stockage des produits liquides, produits pétroliers, chimiques, engrais et l'huile végétale. Le groupe a constitué un maillage de dépôts côtiers spécialisé dans les flux d'entrée et de sortie de produits sur ses bases en France et dans les zones Nord-Europe, Anvers et Rotterdam. Et la répartition géographique du chiffre d'affaires est suivante, l'Europe 12% seulement, les Caraïbes 52% et l'Afrique 36%. Donc c'est une société assez internationale et présente également dans les pays émergents. Et voici un petit peu du visuel pour mieux comprendre la structure de business du Rubis. En fait, ça, en gros, pour résumer de manière très générale, il s'agit de l'infrastructure de tous les produits pétroliers, y compris le stockage. Voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette information vient du rapport annuel de Rubis, donc vous pouvez trouver sur le site dans la partie consacrée pour les investisseurs. De point de vue technique, c'est un peu pareil, c'est un peu les mêmes images presque catastrophiques comme pour Total en fait. Je crois qu'on avait déjà vu dans une des FAQ, des anciennes FAQ que Rubis, j'ai déjà parlé de cette valeur. Et donc là maintenant on est dans le downtrend clairement, mais je pense que ce downtrend il est lié, surtout les derniers plus bas que l'entreprise a touché récemment, elle est plutôt liée à cette histoire en Turquie. Et donc là, je pense que quand même, les niveaux de Rubis devraient normalement stagner autour de 42, mais pourtant, entre 42 et 57, donc ça c'est déjà quand même en range assez large, mais on est sorti à cause de cette histoire qui n'est pas... c'est une histoire n'est pas directement liée à leur cœur du métier. C'est ça que je veux dire. C'est que probablement, s'ils arrivent à s'en sortir de cette histoire sans trop de dégâts, ils peuvent revenir dans ce canal entre 40 et 57 $, 7 euros, ce qui laisse déjà une marge de progression assez importante. Donc, j'imagine, en tout cas, en premier temps, en fait, c'est que moi, je ne sais pas combien de temps je vais garder cette entreprise dans mon portefeuille, mais à assez court terme, j'attends le mouvement de ce style.
voilà, pour revenir dans ce canal et après continuer à évoluer un petit peu dans le mode sideways dans ce canal aussi. Déjà, on aura le plus-value, si tout se déroule comme moi j'ai prévu, ça n'arrive pas toujours comme ça, mais si ça se passe comme ça, dans ce cas-là, on va déjà avoir une plus-value et continuer à toucher le dividende, que chez Robis, le dividende il est très généreux, donc on pouvait le voir ici. Après, par contre, leur payout ratio est quand même assez important, mais sachez qu'on passe par une période assez compliquée aujourd'hui. Donc, les profits ont baissé. Et donc, du coup, évidemment, ce ratio il est passé au-delà de 100%. Ce n'est pas la situation normale pour Robis. Donc, et le dividende actuel est presque de 6%, ce qui est évidemment énorme. Et normalement, il ne devrait pas le couper vu la profitabilité, vu l'état financier du groupe. Donc, je ne vois pas pourquoi, hors une amende énorme, ça sera une coupe éventuellement exceptionnelle du dividende, ça peut arriver, donc, ou une sanction très importante. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra subir les réalités des choses. On ne peut pas tout prévoir. Voilà, donc pour résumer cette deuxième vidéo sur le PEA, et à la fin, je vous présente le portefeuille, comment il sera la semaine prochaine, parce que je n'ai pas encore acheté ni Robis ni Total, je vais le faire, je vais passer les ordres la semaine prochaine. Donc, Total, je l'achète pour sa partie Renewables et Power, donc ma Renewables surtout. Et Robis, moi je l'achète parce que moi je trouve que cette société elle est sous-valorisée et elle est exposée sur des secteurs qu'on aura besoin encore pendant très longtemps, de toute cette infrastructure pétrolière. Ce n'est pas directement le secteur de pétrole, même si c'est un secteur très corrélé. Voilà, donc la semaine prochaine, on aura 4 lignes dans notre portefeuille PEA Mine de Cash. Donc, j'espère que ces lignes-là vont être aussi profitables comme les 2 premières. Et le mois prochain, je vais évidemment diversifier. Je ne vais plus investir dans l'énergie, ni dans mon portefeuille personnel, ni dans le portefeuille PEA. Je vais présenter d'autres secteurs pour que notre portefeuille soit équilibré. Maintenant, à ce niveau, à ce stade, on ne peut pas être équilibré parce qu'il n'y a que 4 lignes, donc évidemment, ce n'est pas suffisant pour parler de la diversification, véritablement de la diversification, mais en tout cas, on fait au mieux, on essaye de profiter des opportunités que Monsieur Marché nous offre. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, à très bientôt. N'oubliez pas de mettre le like avant de partir. Pour ceux qui veulent aider la chaîne Mine de Cash et pour ceux qui trouvent ces vidéos utiles, vous pouvez faire une petite donation en suivant le lien en PayPal. Ça me fait énormément plaisir. Ce n'est pas le montant, c'est juste le geste qui compte pour moi. Je vous souhaite tout le meilleur, bon week-end et Mine de Cash, à très bientôt.